Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la réplication de l'ADN. Nous savons que le génome est stocké dans chaque cellule constituant un organisme. Il contient les informations nécessaires à la formation de cette cellule jusqu'à sa division. C'est ce qu'on a pu voir dans le chapitre précédent. Mais cette information, elle permet également la mise en œuvre de différents éléments, par exemple la spécialisation cellulaire, en codant par exemple les protéines spécifiques de l'hémoglobine qui sont produites spécifiquement par les globules rouges, la mise en œuvre du métabolisme des cellules, par exemple en codant des enzymes nécessaires à la production d'énergie, comme l'enzyme glucokinase que nous avons vu en début d'année, ou encore, un autre exemple, les gènes impliqués dans la communication cellulaire, par exemple ceux qui codent les cytokines qu'on a vu dans le système immunitaire. Ainsi, lorsqu'une cellule se divise, il est essentiel que toute cette information soit transmise de manière fidèle. On parle alors de reproduction conforme. Il existe donc un mécanisme cellulaire permettant de copier l'ensemble de l'ADN d'une cellule au cours du cycle cellulaire, afin de distribuer cette information de manière équitable et complète à chaque cellule fille. Cependant, si on considère un organisme à une échelle de temps plus importante, c'est-à-dire de plusieurs générations, eh bien une copie parfaitement fidèle de l'ADN de génération en génération semble incompatible avec la notion d'évolution des espèces et de diversité intraspécifique, qui se base sur l'existence de variants dont les caractères peuvent subir la sélection naturelle. On peut alors se demander comment la réplication permet-elle une copie du génome complet d'une cellule au cours du cycle cellulaire. Pour chaque division cellulaire, que ce soit la mitose ou la méiose, la cellule copie son génome avec une grande précision. Et on peut le mettre en évidence par exemple chez des cellules eucaryotes qui sont cultivées avec des nucléotides marqués avec une molécule fluorescente. Ça donne ces chromosomes que l'on voit enfoncés. Et puis après un temps limité, on donne de nouveau des nucléotides, mais cette fois marqués avec une autre molécule. Et du coup, on peut voir la différence entre les molécules d'ADN qui sont marquées et qui proviennent de la cellule mère, et puis les nouvelles molécules qui sont nouvellement marquées avec la nouvelle molécule de marquage, et donc du coup qui sont issues de la copie de ce génome. Cette copie, elle se fait avec une grande précision à une vitesse de l'ordre de 1000 nucléotides par seconde. Alors comment cette copie est-elle réalisée? On sait déjà que la molécule d'ADN possède une structure en double hélice, conséquence de la complémentarité des nucléotides constituant chaque brin. En effet, cette organisation de la molécule d'ADN, vous la connaissiez déjà puisqu'on l'a vue en seconde. Elle a été mise en évidence par James Watson et Francis Crick, grâce notamment aux travaux de Franklin et Wilkins, et eux, ils ont proposé que les deux hélices de l'ADN étaient constituées de nucléotides, constitués eux-mêmes d'un groupement phosphate, d'un sucre et d'une base azotée, et que ces bases azotées étaient reliées entre elles, non pas par des liaisons covalentes, mais par des liaisons faibles, appelées liaisons hydrogènes. Ces liaisons faibles, que l'on voit ici en pointillé, qui ont été proposées dans l'article de Watson et Crick, qui est proposé ici, et qui ont ensuite été complétées et validées par des expériences, ces liaisons faibles, elles permettent d'avoir toujours la guanine en face de la cytosine et l'adénine en face de la thymine. C'est ce qu'on appelle l'appariement des bases azotées. Ainsi, chaque brin peut servir de matrice ou de modèle pour la polymérisation d'un nouveau brin complémentaire. Si les deux brins d'ADN constituant la double hélice peuvent être copiés, alors les molécules finales obtenues sont constituées d'un brin parent et d'un brin nouvellement synthétisé. Cette idée, elle vient déjà dans les articles de Watson et Crick en 1953, mais ce n'est qu'une idée, il va falloir la tester expérimentalement. À l'époque, 3 hypothèses sont formulées pour expliquer la réplication. À partir d'un ADN parent qui est porté par la cellule mère, on obtient un ADN hérité, donc double brin, mais en 2 copies. Et il y a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, il y a le modèle dispersif, dans lequel on ne conserve aucun brin intact.
La copie se fait par des petits fragments qui sont dispersés dans l'ensemble de la molécule d'ADN. Dans le modèle semi-conservateur, cette fois, les cellules filles obtiennent une molécule d'ADN double brin avec un brin qui vient du parent et un brin d'ADN nouvellement synthétisé. Et enfin, dans le modèle conservateur, c'est toute la molécule d'ADN qui est soit parentale, soit nouvellement synthétisée. Et donc ce sont les travaux de Matthew Meselson et Franklin Stahl qui vont permettre de valider une de ces hypothèses. Pour ce faire, ils ont cultivé des bactéries de l'espèce modèle Escherichia coli dans un milieu qui contenait des nucléotides marqués à l'azote lourd, N15, pendant 14 heures. Et puis ensuite, ils les ont transférées, ces bactéries, dans un milieu contenant des nucléotides marqués à l'azote léger, N14. Et on voit qu'il peut y avoir des différences entre l'ADN qui contient de l'azote lourd et de l'azote léger. On voit que les bandes contenant l'ADN ne se trouvent pas au même endroit. Bien. Alors que les bactéries parentales ne possèdent que de l'azote lourd, c'est ce qu'on voit en génération 0, les bactéries de la première génération, qui sont produites 50 minutes plus tard, possèdent toutes de l'ADN constitué d'un mélange d'azote léger et d'azote lourd. On voit que la bande est entre les deux. Mais plus aucune des bactéries ne possède de l'ADN à l'azote lourd uniquement. À la deuxième génération, on voit que les bactéries possèdent soit de l'ADN constitué d'un mélange d'azote léger et d'azote lourd, soit de l'ADN constitué uniquement d'azote léger. Et avec les générations qui suivent, on retrouve de plus en plus d'ADN constitué d'azote léger uniquement, mais le mélange d'azote léger et azote lourd, il ne disparaît pas, il devient juste de plus en plus minoritaire. C'est ainsi que Meselson et Stahl ont démontré le caractère semi-conservateur de la réplication. Chaque cellule fille reçoit un ADN constitué d'un brin matrice et d'un brin nouvellement synthétisé. Au cours de la réplication, les deux brins de la double hélice sont séparés, permettant la formation d'un œil de réplication ou d'yeux de réplication qui sont observables au microscope électronique à transmission. Et ainsi, l'ADN polymérase, enzyme clé de la synthèse d'ADN, va pouvoir se positionner et démarrer la polymérisation de l'ADN. Alors cette enzyme, l'ADN polymérase, elle a été découverte par Arthur Kornberg en 1958 et sa découverte, elle a été récompensée aussi par un prix Nobel de médecine en 1959. L'ADN polymérase catalyse la formation des liaisons covalentes entre les nucléotides qui s'ajoutent pour constituer le nouveau brin selon l'appariement des bases avec le brin matrice. Ainsi, la molécule d'ADN nouvellement synthétisée a la même séquence que la molécule d'ADN initiale. Ainsi, les deux cellules filles issues de la mitose seront donc génétiquement identiques à la cellule mère dont elles sont issues. Toutes ces cellules sont donc des clones. On note que l'une des particularités de l'ADN polymérase, c'est la nécessité d'amorces pour démarrer la polymérisation. Alors les amorces, ce sont des petites séquences nucléotidiques, de l'ordre d'une dizaine ou d'une vingtaine de nucléotides, qui sont produites par d'autres enzymes particulières, et surtout ces amorces, elles sont complémentaires du brin matrice. Et donc elles vont permettre le démarrage de l'activité de l'ADN polymérase. Et ces amorces, on va pouvoir s'en servir en biotechnologie pour viser, pour choisir des zones, des régions de l'ADN que l'on souhaite amplifier. En effet, de nombreuses méthodes actuelles d'étude de l'ADN dépendent de la production d'un grand nombre de copies de portions d'ADN. La production de la même molécule d'ADN est la base des méthodes de séquençage et donc elle nécessite ce qu'on appelle la PCR, qui est en anglais Polymerase Chain Reaction ou en français l'amplification en chaîne par polymérase. Cette PCR, donc, elle permet la production d'un grand nombre de copies d'une séquence choisie grâce à l'appariement des bases
et à l'utilisation de l'enzyme ADN polymérase. Donc elle est directement liée à l'amélioration des connaissances sur la réplication. Le développement de cette méthode PCR a été une avancée majeure pour l'amélioration des connaissances, mais aussi des technologies. Par exemple, cette technique peut être utilisée en diagnostic. Elle permet soit de faire du séquençage de génome, soit de faire l'identification directement de mutations dans des gènes d'intérêt, par exemple lorsqu'on recherche une maladie génétique chez un patient, ou bien si on cherche à identifier ou à quantifier des virus dans un échantillon. C'est le cas par exemple du test PCR pour le Covid. On l'utilise également en médecine légale pour distinguer des individus grâce à leur ADN. Vous avez ici un certain nombre de portions d'ADN que l'on peut rechercher chez des individus et que l'on va comparer entre les individus. C'est ce qu'on fait également dans le cas de tests de paternité. On peut utiliser également la PCR dans l'industrie agroalimentaire. Par exemple, pour vérifier l'authenticité d'un échantillon, pour identifier les espèces qui composent cet échantillon, qu'elles soient animales ou végétales, ou pour vérifier la qualité d'un échantillon. Par exemple, ici, on recherche des contaminants de type Listeria, donc une bactérie. Mais on peut aussi faire de la détection d'organismes génétiquement modifiés. En agronomie, on peut utiliser la PCR pour faire de la sélection de caractères d'intérêt, par exemple pour produire de nouvelles variétés végétales, dans le cas de la recherche de variétés résistantes à un pathogène ou adaptées au changement climatique, ou pour améliorer la quantité ou la qualité de la production. Et la PCR, elle peut également être utilisée en écologie, par exemple pour mieux comprendre les écosystèmes ou pour identifier des individus sauvages, soit à partir de fesses ou de poils, soit ici d'échantillons rapportés par les expéditions Tara qui ont permis de mettre en évidence la présence d'un certain nombre d'espèces un peu partout dans le monde, voire carrément d'identifier de nouvelles espèces. On peut également, grâce à la PCR, étudier la diversité génétique d'une population. Et c'est ce que font notamment les zoos investis dans les programmes de conservation et de préservation. Et on peut également étudier un écosystème particulier, la flore bactérienne, chez l'être humain. C'est le cas du microbiote qui peut être étudié notamment grâce au PCR. En fait, un certain nombre des cellules, des bactéries qui constituent le microbiote ne sont pas cultivables. Et donc, on peut les identifier par PCR. Revenons sur la réplication en tant que processus biologique naturel réalisé à l'intérieur des cellules. L'une des caractéristiques de la réplication de l'ADN, c'est sa fidélité. En moyenne, on comptabilise une erreur pour 10 puissance 9 nucléotides insérés, soit une erreur tous les 1 milliard de nucléotides. Une des raisons de cette précision s'explique par un mécanisme appelé correction sur épreuve, ou en anglais proofreading. Et ça, c'est lié à un phénomène qui a également été découvert par Arthur Kornberg lors de ses expériences portant sur l'ADN polymérase. En fait, il observait toujours une dégradation des polymères d'ADN. En fait, il manquait toujours plusieurs nucléotides à la fin de ces molécules d'ADN. En premier lieu, il a pensé que c'était une contamination par d'autres enzymes. Mais lorsqu'il a réussi à retirer ces enzymes, autres que l'ADN polymérase, il s'est rendu compte que cette dégradation, elle persistait. Et donc, il a montré que l'ADN polymérase était capable de retirer des bases mal appariées. C'est-à-dire que l'ADN polymérase, elle est capable de faire la polymérisation, mais elle est aussi capable d'exciser des bases azotées. En effet, lorsque les bases azotées sont mal appariées, c'est ce que l'on voit ici dans le schéma du bas, eh bien la position des atomes et leurs liaisons diffèrent. Dans ce cas, la structure de la double hélice d'ADN va être modifiée, ce qui peut être repéré par l'ADN polymérase. Une fois le mésappariement repéré, le nucléotide incorrect est retiré, on dit qu'il est excisé, et un nouveau nucléotide peut alors prendre sa place. La formation de la liaison entre ce nouveau nucléotide et le brin d'ADN en cours de synthèse est de nouveau catalysée par l'ADN polymérase. Ce phénomène, qui permet de corriger les mésappariements,
c'est ce qu'on appelle la correction sur épreuve. Les erreurs qui ne seront pas corrigées dans la nouvelle séquence nucléotidique seront transmises à la cellule fille. Lorsque cette même cellule fille subit la réplication, alors la séquence est modifiée de manière permanente et cela devient ce qu'on appelle une mutation. En conclusion, et pour répondre à notre problématique, au cours de la phase S, l'ADN subit la réplication semi-conservative. Il s'agit de la synthèse de deux nouvelles molécules d'ADN qui conservent chacune la séquence nucléotidique de la molécule initiale. Ce processus met en jeu les règles d'appariement des bases azotées. L'ADN polymérase permet à la fois la synthèse du nouveau brin d'ADN et l'excision de nucléotides insérés par erreur, assurant ainsi une réplication rapide et fiable. La compréhension de la machinerie cellulaire, responsable de la réplication de l'ADN, a permis la mise au point de la PCR, méthode d'amplification in vitro des molécules d'ADN. Au terme de la mitose, les deux cellules filles possèdent alors exactement la même information génétique que la cellule initiale. La succession de mitose produit un ensemble de cellules, toutes génétiquement identiques, que l'on appelle alors clones. Enfin, des erreurs peuvent se produire lors de la réplication de l'ADN et ou persister après la réplication, ce qui peut générer des mutations. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez surtout pas de noter vos questions et vérifier que vous avez bien tout compris grâce au quiz. À très bientôt!